Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 25 avril 2024, il est 18h, vous le savez. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Saviez-vous qu'il existait un championnat de France de chasse-neige? La 3e édition de cette compétition atypique et ô combien sérieuse a eu lieu pendant 2 jours à Savoie Expo à Chambéry. 48 candidats, tous conducteurs d'engins de service hivernal, étaient en lice et ils ont dû faire preuve de beaucoup de maîtrise. Et puis nous prendrons la direction de Thônes pour découvrir l'ancienne scierie hydraulique, devenue en 1990 un écomusée. L'établissement a remis au goût du jour un savoir-faire ancestral, le sciage de bois à la force de l'eau. Je vous en parlais donc dans les titres, c'est une compétition insolite et très importante qui a eu lieu pendant 2 jours à Chambéry. Le championnat de France de chasse-neige, qualificatif pour les mondiaux de 2026, s'est déroulé sur 2 jours. Une cinquantaine d'opérateurs d'engins de service hivernal s'est affronté sur plusieurs épreuves. Reportage. 10h ce mercredi matin, c'est l'heure de la reconnaissance visuelle pour les 48 candidats, 45 hommes et 3 femmes, inscrits pour une compétition très sérieuse mais assez atypique. Savoie Expo à Chambéry accueille les 3e championnats de France de chasse-neige. Sont donc présents ici des opérateurs d'engins de service hivernal provenant de 3 collèges différents, la direction interdépartementale des routes, les collectivités territoriales et les sociétés d'autoroutes. Il y a une association mondiale de la route qui s'appelle PIARC, dont la PIARC France est le représentant français. Donc cette association PIARC organise un championnat du monde tous les 4 ans. Et on a décidé de faire un championnat de France, nous, avant, pour sélectionner les candidats français au championnat du monde. Alors on sélectionne nos champions, et nos champions vont représenter la France au championnat du monde. Et le prochain championnat du monde, c'est Chambéry en 2026. Bonjour. Donc je vous laisserai mettre le numéro 27 au tableau de bord, oui. Hein, puis on va faire la présentation du véhicule. Hein. Très bien. Mais pour décrocher le titre tant convoité de champion de France et les précieux sésames pour les mondiaux, le chemin est assez tortueux. Et durant les 2 jours que dure l'épreuve, les compétiteurs doivent faire preuve d'adresse et de maîtrise. Ça se passe en 3 épreuves, un circuit maniabilité, un circuit de précision et un test et une épreuve théorique à l'intérieur pour un contrôle de l'ESH. Engin de service hivernal. La principale difficulté, c'est le gabarit, parce qu'on a une lame qui fait 4,30 m et donc qui dépasse du gabarit du véhicule. Donc et ben voilà, on est beaucoup plus large et beaucoup plus lent qu'un poids lourd traditionnel, quoi. Pour des questions d'organisation, de sécurité et d'équité, ce championnat de France de chasse-neige, qui reste avant tout un moment de convivialité, se déroule sans neige, mais pas sans difficulté. C'est compliqué, pas l'habitude du gabarit, c'est pas du tout pareil comme un camion de déneigement, donc il faut s'habituer. Il est plus maniable, mais c'est plus compliqué pour moi. Il ne faut pas chercher à courir, il faut passer les obstacles, il ne faut pas chercher le chronomètre, faire attention, manœuvrer doucement. C'est les règles de conduite habituelles quand on est au travail, tout simplement. C'était super stressant parce que par chez nous, on n'a pas d'Unimog. Donc c'était une expérience à vivre et franchement, c'est cool. Cette année, la lame, il y a neigé 2 jours, à peine une journée. La lame, on l'a sortie une semaine. Ce rassemblement est également l'occasion de rappeler certaines règles de sécurité. Pendant les opérations de déneigement, la vitesse de ces véhicules est limitée à 50 km/h et il est strictement interdit de les doubler lorsqu'ils sont en action. Chaque semaine, des passionnés font revivre un savoir-faire et un patrimoine aujourd'hui disparu à Thônes depuis 1990. L'ancienne scierie hydraulique est devenue un écomusée accessible au public. Lors des visites proposées, les équipes réalisent des démonstrations de sciage de bois grâce à la force de l'eau. C'est un reportage de Chloé Lemeur. Le mouvement est sec, rapide, mais surtout il fascine. Comme tous les mercredis, ils sont plusieurs curieux à être venus découvrir ce patrimoine ancien, niché au beau milieu de la vallée forestière de Thônes. Construite au XIXe siècle, la scierie hydraulique est devenue depuis plusieurs années un écomusée. Ici, chaque visite permet de valoriser une technique ancienne, reposant sur un principe bien particulier. Le sciage à l'ancienne, ça fonctionne avec ce qu'on appelle une scie battante. Aujourd'hui, les scieries modernes travaillent plutôt avec des scies à ruban, avec d'autres procédés, scies à ruban ou d'autres techniques. Autrefois, on utilisait effectivement cette scie battante, qui est vraiment le format ancien. Et on convertissait le mouvement de cette scie battante alternative avec ce qu'on appelle une bielle, un vilebrequin, un manivelle, ça a plusieurs noms, en utilisant donc la fameuse énergie hydraulique avec une roue qui est à l'extérieur
l'extérieur de cette scierie qu'on appelle une roue à auget. Si la démonstration de sciage à la fin de la visite attire en général toute l'attention du public, l'action et la force de l'eau utilisée pour mettre en marche l'installation font aussi partie des animations coup de cœur pour certains visiteurs. C'était trop bien parce qu'ils voyaient qu'on pouvait bouger une trappe et qu'après, ça faisait rouler dans une sorte de roue et que ça faisait actionner un mécanisme. Puis après, le mécanisme il roulait et on pouvait couper une planche avec. Je ne pensais pas que la scie pouvait marcher avec un système d'eau et surtout une roue à eau. Donc ça a été vraiment la grande découverte et c'était passionnant. L'objectif du musée est aussi de faire découvrir l'histoire de ce lieu et toutes les notions associées à la filière du bois, le tout de manière ludique et interactive, une démarche qui a su conquérir tous les publics. Il y avait un guide qui était vraiment talentueux, qui nous a donné envie d'apprendre beaucoup de choses, surtout pour les enfants. Et c'était vraiment très intéressant au niveau connaissances. Nous, on ne savait pas du tout, les épicéas, etc. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. C'était très bien parce que j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne savais pas. Les 4 saisons, je ne le savais pas. La visite était très vivante et c'était très instructif. Ça a permis de bien découvrir les métiers qui ont existé et dont on n'avait pas forcément connaissance. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Si les visites représentent en moyenne 50% de l'activité principale du musée, l'établissement organise aussi des animations hors les murs pour les petits et les grands, avec notamment des ateliers d'initiation à la menuiserie et même la possibilité de se glisser dans la peau d'un apprenti forestier. Si vous faites partie des très nombreux abonnés de Molotov, vous pouvez désormais nous regarder sur l'application de distribution de chaînes de télévision par Internet. Depuis ce jeudi matin à 10h30, 8 Mont Blanc est donc disponible dans les abonnements Molotov Extra et Molotov Extended. Nous avons pu contacter en visioconférence Guillaume Walter, le responsable de la stratégie marketing. On l'écoute. Molotov, c'est une application qui a été créée en 2016 par le créateur d'Allociné, Jean-David Blin, et qui s'est donné pour mission de réinventer totalement la façon dont on accède au contenu télévisuel, en se disant qu'il y a une énorme richesse de programmes, de contenus, de chaînes, mais qui était très compliqué. C'était très compliqué pour les Français d'accéder à ces chaînes parce que ça ne correspondait plus à leurs usages. Et donc Molotov s'est proposé d'avoir une application disponible sur absolument tous les écrans, qui change la façon dont on organise l'accès à ces contenus. Et aujourd'hui, ça représente plusieurs millions d'abonnés, plusieurs millions d'utilisateurs par mois, dont un peu plus de 400 000 abonnés payants, qui bénéficient donc d'un nombre de chaînes étendu et des fonctionnalités supplémentaires. Pas de box, pas de fil, il suffit d'un écran, d'une connexion Internet, et c'est des milliers d'heures de contenu disponible sur toute la richesse de ce que proposent les chaînes de télévision françaises. Donc nous, on est très heureux que cette chaîne rejoigne Molotov. On voit vraiment qu'il y a une appétence, il y a un engouement pour tous les contenus régionaux de la part de nos utilisateurs. Et donc, depuis quelques temps, on souhaite justement répondre à cette attente en diffusant de plus en plus de contenus qui sont au plus proche des attentes des utilisateurs. Et donc, en plus des réseaux très généralistes, on intègre de plus en plus de ce type de contenu. On voit vraiment que la réponse est très positive de la part de nos utilisateurs. Donc, on est très heureux de ce partenariat et on est sûr que ça va rencontrer un grand succès chez nous. On termine ce journal avec notre invité ce soir. J'ai le plaisir de vous recevoir, Lorraine Vivier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au Savoyard, d'Annecienne, vous avez 36 ans et en novembre 2022, vous avez été diagnostiqué de la maladie de Charcot. Quels ont été les signes avant-coureurs qui vous ont poussé à consulter à l'époque ? Eh bien, une perte de force dans ma main gauche, tout simplement en fermant ma voiture, vous savez, avec la télécommande. Voilà, j'avais plus de force, mais ça ne m'a pas alerté tout de suite. J'ai attendu, il y a eu quelques autres signes, par exemple en cuisinant, où j'avais un peu de mal à tenir mes instruments. Et j'ai consulté au bout de 8-9 mois. Auprès de ma généraliste. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette pathologie ? C'est une maladie du motoneurone. En fait, le motoneurone, c'est une cellule neurologique qui est responsable de la contraction musculaire des muscles volontaires. Donc vous avez les bras, les jambes, également les muscles de la respiration, le diaphragme, également de la déglutition et de la parole. Et donc c'est une maladie du motoneurone où les cellules meurent petit à petit. Aujourd'hui, 5 personnes par jour décèdent de cette maladie. Près de 8000 personnes vivent avec elle en France et 5 nouveaux diagnostics par jour. La sclérose latérale amyotrophique, c'est son nom médical, est la maladie rare, la moins rare en France. Oui. Et pourtant, elle semble souffrir d'un vrai déficit de reconnaissance. Comment on peut l'expliquer ?
Oui, parce que tout simplement, l'espérance de vie est entre 3 et 5 ans. Donc clairement, il n'y a pas assez de malades pour que la recherche puisse s'intéresser à cette maladie. C'est une maladie qui est beaucoup trop dans l'ombre et dans le silence à mon goût. Pour que l'on comprenne bien, quelle est l'influence de la maladie sur votre quotidien ? C'est pas évident tous les jours. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, moi qui aime bien cuisiner, ça devient très compliqué. Tout est beaucoup plus long pour boutonner un chemisier, pour faire mes lacets, pour des choses du quotidien. En fait, tout est beaucoup plus compliqué. Ouais. Alors, depuis 35 ans, l'ARSLA est une association qui œuvre pour lutter contre la maladie de Charcot grâce à plusieurs actions. C'est aussi votre cas à une échelle plus locale. Dernièrement, vous avez animé un stand lors du marathon d'Annecy et les 15 et 16 juin prochains, vous organisez les 24 heures du lac, un événement qui fête sa 2e édition. Comment est-ce que ça va se passer très concrètement ? Oui, je suis ravie de reprendre la 2e édition de 24 heures du lac. C'est un événement qui a été créé l'an passé par Océane Catelin pour son papa atteint de la SLA également. Et donc le but du jeu, c'est de faire le tour du lac d'Annecy à vélo sur 24 heures de temps, seul ou en équipe. Et donc du coup, ça marche par dossard solidaire, qu'il faut faire grimper les cagnottes en fait, et tout l'argent récolté ira à la recherche. Il y a quelques mois, vous avez également participé à un défi, le défi d'Aile en Laponie. Là aussi, j'imagine une expérience assez incroyable. Ouais, c'était dingue. C'était dingue avec moins 28 degrés ressentis. On a eu un trail à faire de 16 km, on a eu du ski de fond, 12 km avec du dénivelé et du fat bike. Et j'étais en binôme avec Pascal Bataille, que vous connaissez peut-être. Il y a également eu ma sœur, mes amis. On était une dizaine à médiatiser la SLA en Laponie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile justement à gérer lors de ce raid polaire ? Le ski de fond. Le ski de fond, parce que quand vous avez qu'un bras qui fonctionne, 2 bâtons, c'est compliqué. Donc il y a eu vraiment toute cette cohésion de groupe qui était magique, plus les paysages dignes d'un film. C'était merveilleux, vraiment, magnifique. Parmi vos nombreux projets, il y a aussi la future publication de podcasts. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser ce format de support de communication ? Est-ce qu'on a le sentiment que c'est plus facile de se livrer, de se raconter, ou pas forcément ? Non, pas forcément, mais finalement, on oublie vite le micro. Au bout d'un moment, c'est une conversation très intimiste avec la personne qui m'a interviewée. C'est des podcasts qui seront sortis au mois de septembre. Voilà, pour mettre en avant cette maladie et surtout pour garder un peu de positif, parce que je voulais pas quelque chose de trop noir, trop sombre. Voilà. Justement, où est-ce que vous trouvez cette force pour continuer d'avancer là, jour après jour ? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais votre quotidien aujourd'hui est entièrement destiné à la recherche, à faire avancer la recherche et à faire démocratiser cette maladie. Oui, je sens que c'est ma mission de vie de faire connaître cette maladie. Où est-ce que je trouve ma force ? Eh bien, dans les encouragements des personnes sur mes réseaux. J'ai une page Instagram, j'ai tous les jours des gens qui m'encouragent et ça fait du bien, c'est une thérapie quelque part. Et puis les projets aussi sont une de mes thérapies. Un mot aussi sur l'hôpital qui vous suit du côté de Lyon ? Oui, l'hôpital Pierre Wertheimer, exactement. Là aussi c'est important, j'imagine, ce soutien. Oui, c'est sûr que c'est important. Quand vous voyez ce genre d'événement, le succès qu'il y a pu avoir au marathon, le succès à venir pour les 24 heures du lac, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez tout cet élan de générosité ? Ça fait du bien, c'est porteur, je sens qu'on ira loin et je suis sûre qu'on va trouver un traitement. C'est tout ce qu'on vous souhaite évidemment. Merci. Lorraine, avant de se quitter, 2 adresses qui vont apparaître à l'écran, votre compte Instagram, plein d'espoir aussi ce nom, La Vie est Belle -du-6 SLA, et le site internet de l'ARSLA, donc c'est tout simplement www.arsla.org. Merci infiniment Lorraine Vivier d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un grand bravo, bon courage pour la suite. Merci bien. C'est la fin de cette édition, merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc, merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Place désormais, vous en avez l'habitude, à la météo présentée et préparée par Thierry Paulme. Ce vendredi, pour le dernier journal de la semaine, vous retrouverez Kezia Poudou. Passez une très belle soirée.